Larmes de la joie à Roland-Garros. Yannick Noah remporte la finale messieurs des internationaux de France, le premier français depuis 1946. Il a battu le Suédois Mats Wilander, tenant du titre en 3-7. Roger Knobelspies, interpellé par la police ce matin à Honfleur, il aurait participé à l'attaque du fourgon blindé à Palaiseau le mois dernier. Douloureux anniversaire en Israël, 1 an après le déclenchement de l'opération Paix en Galilée. Importante manifestation à Jérusalem pour demander le retrait des troupes israéliennes du Liban. Toujours le soleil et la chaleur demain sur toute la France, mais gare aux orages. Madame, monsieur, bonsoir. 2h25 minutes. 2h25 minutes de bonheur, d'inquiétude, d'émotion, de chaleur, de sueur pour les deux joueurs qui se sont affrontés cet après-midi en finale à Roland-Garros. Pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les observaient, les spectateurs privilégiés du court central et les millions de téléspectateurs rivés à leur télévision. Superbe combat entre Yannick Noah, numéro 6 du tennis mondial, et Mats Wilander, numéro 5 et vainqueur l'année précédente. Un superbe combat entre deux superbes garçons dont on a pu admirer le jeu parfaitement complémentaire et les tempéraments parfaitement opposés. 2h25 minutes et une victoire en 3 manches pour Yannick Noah, 6-2, 7-5 et 7-6 au tie-break. Les grands moments de la rencontre, Lionel Chamoulot. Et c'est Marcel Bernard, le dernier vainqueur français de Roland-Garros, qui remet le trophée à Yannick Noah. Depuis 1946, aucun Français n'avait fait ce geste. Une immense joie pour le clan Noah. Toutes les données de cette rencontre étaient connues d'avance. Les deux hommes se connaissent par cœur, deux façons de jouer antinomiques, alors restait à savoir qui allait imposer son jeu. Pour Noah, c'est l'attaque et la volée. Pour Mats Wilander, le tenant du titre, le fond de court et les passing shots. Et très vite nous serons fixés. Yannick impose sa présence physique, il est le maître du court, le Suédois ne réussit pas ses passings, Wilander subit la rencontre et Noah remporte la première manche 6-2 en 36 minutes. Le Français en début de deuxième set ne lâche pas son adversaire, il prendra par 2 fois le service du Suédois pour mener 3 jeux à 2 et à 5 jeux à 3. Wilander n'est tout de même pas le tenant du titre pour rien, il ne veut pas lâcher la partie. Patrice Agelower et Jean-Paul Lotte relativement détendus pour l'instant, Yannick est bien en jambes. D'ailleurs, il semble inaccessible Noah depuis le début du tournoi. Personne ne lui résiste. Yannick a fait chavirer le central. Mais Wilander, s'il ne réussit pas ses passings, tente des lobes liftés et reviendra à 5 jeux partout. Il faudra alors un Noah terriblement volontaire pour gagner la deuxième manche par 7 jeux à 5. Noah tient Roland-Garros à portée de raquette. La troisième manche sera la plus disputée. Noah accuse le coup physiquement et le Suédois reprend confiance. Ses balles sont mieux ajustées. Les deux hommes iront dans cette manche jusqu'au tie-break et je vous laisse apprécier le plus beau point de la rencontre. Noah la veut tellement cette victoire qu'il fait littéralement exploser Wilander avec son service. Angoisse dans le clan Noah, deuxième balle de match pour Yannick, c'est la bonne. « 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6, Yannick Noah a réalisé son rêve. J'ai toujours envie de partager, c'est pas tellement que je sois comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le méritent avec moi. Et Patrice est là, il y a Jean-Paul également, il y a toute la fédération
tous ces gens qui ont travaillé avec moi depuis très longtemps, et je pense que c'est un peu le fruit de tout ce travail en commun, que cette victoire à Roland-Garros, et j'espère que derrière ça suivra, que ça donnera de l'ambition à d'autres jeunes, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on perd en finale ou qu'on fait de bons résultats de temps en temps, on peut également gagner, et je pense qu'on l'a prouvé tous ensemble aujourd'hui. Yannick Noah, qui a reçu par télégramme les félicitations du président Mitterrand, avait dédié aussitôt sa victoire à sa famille, à son entraîneur Patrice Agenauer, à Jean-Paul Lotte qui dirige l'équipe de France, à la grande famille du tennis français si bien menée par le président Châtrier. Il l'a aussi dédié à la France et à son deuxième pays, le Cameroun, dont il porte les couleurs au poignet droit. Mais cette victoire tant attendue, tant espérée, il l'a surtout offerte à son père, en se précipitant dans ses bras. Alors, Monsieur Noah, comment ressentez-vous le fait d'être ce soir le père d'un héros national? Vous savez, je n'ai pas eu l'occasion de réaliser ce qui m'est arrivé, pour la bonne raison que j'ai été préparé pendant toute la semaine, toute la quinzaine à cet état de choses. Et Yannick m'a un peu soulagé parce que je l'ai toujours connu dans de très bonnes dispositions. Je sentais en lui peut-être un vainqueur potentiel, mais au fur et à mesure de la compétition, j'ai de plus en plus cru en sa possibilité d'enlever Roland-Garros. Et Yannick, on en a discuté un peu ce matin quand on partait à la campagne, parce que nous vivions tous les deux à la campagne. On avait demandé aux filles de ne pas trop nous déranger. Et donc ce matin, au petit déjeuner, il m'a dit: papa, tu me réveilles demain à 9h. Je lui ai préparé son petit déjeuner. On a mangé ensemble. Et puis, en discutant, il m'a dit: écoute, papa, je lui ai dit, en tout cas, j'espère que tu vas te bagarrer aujourd'hui, mais c'est le dernier match, tu te jettes à fond dans la bagarre. Il m'a dit: tu sais, je connais un qui a la touille en ce moment. Je dis: qui c'est? Il dit: Villander. Et puis, dans un sourire, il me dit: je t'avoue, moi aussi. Et là, j'ai dit: bon, allez, fiche le camp. Va, et puis on s'est vu ici. Je n'ai pas encore réalisé ce qui m'est arrivé, et je pense qu'en lisant les journaux demain, je serai à même de constater l'impact que sa victoire a. Bon, je crois qu'on peut quand même rassurer les téléspectateurs. Zachary, quand vous avez sauté cette tribune, vous êtes tombé, vous ne vous êtes pas fait mal, et c'est l'essentiel. Mais à quoi avez-vous pensé au moment où Yannick a remporté cette balle de match? Mais vous savez, je me suis dit, c'est terriblement bien pour Yannick, parce que je sais, il donne l'impression d'être un enfant un peu désinvolte. Je pense que c'est sa nonchalance naturelle qui le fait, mais Yannick, c'est un ambitieux, et puis c'est un angoissé par-dessus le marché. Et je pense que il a vécu des moments assez durs depuis un an pour pouvoir arriver à ce but. Il ne le dit pas parce qu'il a toujours peur de dire une bêtise, enfin de dire quelque chose que d'autres personnes dont ils n'ont pas saisi la portée. Mais je pense qu'il était obligé de cacher un peu son jeu. On parle de Yannick pas ambitieux. Je rigole quand je lis des choses comme ça. Je sais que depuis qu'il est gosse, c'est un super ambitieux. Est-ce que c'est un bon fils? J'entretiens des relations extraordinaires que je voudrais que les parents entretiennent avec leurs gosses, parce que Yannick, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je voulais une fille quand il est né, mais vu les contacts que j'ai, sont des contacts qui dépassent vraiment le cadre du papa et puis du fils. On décide des tas de choses ensemble, et puis quand il a tort, je ne joue pas les papas gourous. J'essaie de lui donner, comme depuis le début, ses responsabilités. Je lui laisse de temps en temps faire sa part de bêtises, et puis je lui dis: voilà, je t'ai fait ceci, c'est pas comme ça qu'il faut. Et lui, je sais que j'ai appris pas mal de choses à son contact, parce que maintenant il connaît des tas de choses.
Et je pense que je me suis amélioré également à son contact. Monsieur Noah, merci, bon père et bon fils. N'oublions pas pour autant Mats Wilander qui a perdu la partie avec l'élégance et surtout le calme qui le caractérise. Yannick a trop bien joué pour moi, a-t-il dit avant de donner rendez-vous pour l'an prochain. Il n'a pas encore 19 ans. Tout à l'heure dans notre dernier journal, Claude Sérillon reviendra bien sûr sur ce grand moment de tennis national en compagnie de l'une des nombreuses vedettes qui étaient présentes à Roland-Garros. Un autre résultat à Roland-Garros, un résultat encourageant pour le tout jeune tennis français. Le tournoi junior féminin a été remporté par Pascal Paradis qui a battu l'américaine Spence en 2-7. N'oublions pas pour autant l'état du monde et ses crises, surtout au Proche-Orient. Il y a un an, les troupes israéliennes entraient au Liban pour tenter d'y détruire le sanctuaire palestinien. Un an plus tard, les troupes israéliennes y sont toujours et l'opinion d'Israël est plus divisée, plus déchirée que jamais sur le bilan de cette guerre et sur les suites à lui donner. On l'a vu hier soir encore à Jérusalem où quelques 150 000 manifestants ont exigé un retrait immédiat du Liban. Michel Srelovici. Succès hier soir pour le mouvement pacifiste israélien. 150 000 personnes ont manifesté sur la place des Rois à Tel Aviv pour un retrait immédiat de l'armée israélienne du Liban. Et beaucoup demandaient aussi la démission du gouvernement Begin. Cette manifestation où les jeunes prédominaient était convoquée par le mouvement La Paix Maintenant, un mouvement qui il y a près d'un an avait déjà réuni 100 000 personnes au même endroit pour les mêmes motivations. De la tribune du rassemblement, un commandant de réserve de blindés, Yossi Ben Narsi, a dénié toute légitimité à l'opération Paix en Galilée. Fermeté également dans les propos tenus par Shimon Peres, le chef de l'opposition travailliste. Pour lui, cette guerre du Liban a dévié de ses objectifs initiaux et le parti travailliste exige le retrait des forces israéliennes. Il reste que si la fracture au sein de la population est toujours aussi nette depuis un an, Menahem Begin, le Premier ministre, jouit encore du soutien d'une large partie de l'opinion. Un Premier ministre qui a contre-attaqué hier soir en faisant savoir que d'après lui, l'opposition a désormais parti lié avec la Syrie et l'OLP. Un an plus tard donc, Israël divisé mais aussi l'OLP menacé d'éclatement et enfermé dans une impasse aussi bien diplomatique que militaire. Hier, vous le savez, pour la première fois, les partisans de Yasser Arafat et les dissidents se sont opposés à main armée dans la plaine libanaise. Le président de l'OLP, qui vient d'arriver en Arabie Saoudite ce soir, a accusé dans un communiqué certains pays et services spéciaux arabes d'avoir appuyé et financé les incidents d'hier. Voici les premières images des combats d'hier matin entre Palestiniens dans la Beka. C'est à l'arme lourde que les fédayines pro-Arafat et anti-Arafat se sont ici affrontés. Pour la première fois, des combattants de l'OLP ont utilisé leurs armes, les uns contre les autres, pour régler leurs différends. Aujourd'hui, la situation est redevenue calme dans la Beka, mais les dissidents anti-Arafat campent sur leur position. Ces dissidents, les voilà. Leur chef, c'est Abou Boussa, un officier supérieur de l'OLP, un officier qui aurait plusieurs centaines de partisans en armes. Le sort de ces mutins devrait être décidé dans 10 jours, lors de la prochaine réunion du Fatah, la principale composante de la résistance palestinienne. C'est du moins ce qu'a annoncé Abou Jihad, le commandant en chef adjoint des forces de l'OLP. Demain, dans le sud Liban et surtout à Saïda, un deuil national sera observé en signe de protestation contre l'occupation israélienne et l'agitation couve dans les territoires occupés de Cisjordanie. Revenons à l'actualité française qui est surtout économique ce soir. Et rappelons d'abord la nouvelle annoncée par Jacques Delors au journal du dimanche. Il n'y aura pas de blocage des prix ou des salaires, ni de nouvelles mesures fiscales d'ici la fin de l'année, déclare le ministre de l'économie, des finances et du budget. Ce soir, le ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Madame Édith Cresson, était l'invitée du Club de la presse d'Europe 1, répondant aux propos de son prédécesseur, Michel Jobert, qui était de son côté l'invité de nos confrères RTL Le Monde et qui prévoit une déroute économique en France. Madame Cresson a dénoncé toute incitation à décourager les Français. Il y a, a-t-elle dit, dans les entreprises des gens pleins de bonne volonté. La solidarité des forces de gauche par rapport aux orientations de la politique gouvernementale est absolument indispensable, a affirmé de son côté aujourd'hui le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin, qui participait à la fête de la Rose à Limoges. Cette solidarité existe, a-t-il ajouté, avant de se dire prêt à rencontrer Georges Marchais pour en discuter. Monsieur Jospin a par ailleurs qualifié de partisanes et de factieuses les récentes manifestations policières.
Le secrétaire national du Parti socialiste, Paul Quillès, interrogé par Radio Monte-Carlo, a été plus précis. Des responsables politiques n'ont pas à jouer avec la police de la République, a-t-il dit, avant de dénoncer spécifiquement l'exploitation entreprise, selon lui, par le RPR. Un policier tué, 3 autres blessés en Écosse, en Grande-Bretagne, où malgré la tradition, des malfaiteurs s'en sont pris à une patrouille de police non armée comme il se doit, et ce la nuit dernière. Roger Knobelspies est à nouveau aux mains de la police. Cet homme de 36 ans qui a passé la moitié de sa vie en prison, dont l'histoire et les procès successifs lui avaient attiré la sympathie active de toutes sortes d'intellectuels et qui avait été gracié en novembre 81 par le chef de l'État à la suite d'un dernier procès à sensation. Knobelspies a été interpellé ce matin à Honfleur. Il aurait participé à l'attaque du fourgon blindé le 24 mai dernier à Palaiseau. Bruno Lodreff. Le 24 mai dernier, vers 21h, un véhicule blindé de la société de gardiennage SPS de Palaiseau était attaqué alors qu'il se dirigeait vers Paris. Tout se passe comme dans un film policier. Sur l'autoroute, un véhicule maquillé, gyrophare bleu sur le toit, inscription police sur les côtés, oblige le fourgon à s'arrêter. Un homme en tenue kaki sort de la voiture et braque un pistolet mitrailleur sur le chauffeur. Dans le fourgon, 168 sacs contenant les recettes de grandes surfaces et d'agences bancaires du nord de l'Essonne, un butin de 20 millions de francs. Le convoi repart en direction de Paris, où l'on perd sa trace. Le commissaire Claude Cancès de la brigade de recherche et d'intervention enquête et remonte jusqu'à un employé de la société de gardiennage, complice des malfaiteurs. Un homme qui aurait mené la police jusqu'à Roger Knobelspies et Michel Baron, arrêté aujourd'hui à Honfleur et trouvé en possession de plusieurs dizaines de millions de centimes en billets de banque, de chèques et de documents provenant du hold-up du fourgon blindé. Roger Knobelspies, le voici. Il n'aura connu que la délinquance. À 18 ans, il est condamné à 3 ans de prison. 6 jours après sa libération, il est dénoncé comme complice d'un hold-up qui rapporte 800 francs. Il ne cesse de clamer son innocence, mais son passé joue contre lui et il est condamné à 15 ans de prison. Il lutte avec acharnement contre cette condamnation et s'en prend au régime qui sévit dans les quartiers de haute sécurité. Dans le même temps, il écrit 2 livres, préfacés par Michel Foucault. En novembre 1981, le président de la République décide de le libérer. Depuis, il avait signé un contrat avec un important éditeur parisien pour un livre portant sur la région de Honfleur. Une autre affaire de récidive, plus tragique encore et meurtrière, celle-là va être jugée à partir de demain par la cour d'assises du Var. Joseph Thomas Recco, 49 ans, déjà condamné pour meurtre il y a 20 ans, va devoir répondre de 2 triples meurtres commis en moins d'1 mois. Dominique Gonneau de FR3 Marseille nous rappelle les faits. 18 janvier 1980, 3 personnes trouvaient la mort dans cette villa du lotissement La Californie à Carqueiranne. Gilles Le Goff, ancien plombier, tué de 2 balles dans la tête au pied de son établi. Jacques Coutrix, un voisin, intervenu au moment du drame, et Sandrine Le Goff, 11 ans. Sandrine qui avait eu le temps, affolée, de téléphoner dans un centre d'enfants inadaptés où travaillait sa mère et de prononcer une seule phrase. Il y a quelqu'un qui veut du mal à papa, c'est le cousin de René. Une phrase qui allait permettre aux gendarmes d'interpeller le lendemain Tommy Recco, dont le cousin René Napo était justement un collègue de travail de Gilles Le Goff. Il n'y a que cette histoire d'armes qui aurait éveillé un soupçon quand ce fameux Tony est revenu mercredi dernier ici. Est-ce que cela... Moi, je ne connaissais pas ce Tony. Si, nous l'avons vu plusieurs fois ici, puisqu'il venait en visite voir son cousin, et comme nous formons une famille, j'allais dire, finalement, quand quelqu'un vient voir un de ses parents, automatiquement on voit les autres, et puis on lit très vite l'amitié, très vite connaissance, on fait connaissance, on vit ensemble, quoi. Recco commença à nier, puis au bout de 48 heures avoua. Par la suite, il se rétracta et expliqua qu'il avait avoué parce qu'il se trouvait dans un état second dû aux violences que lui avaient fait subir les gendarmes. Et aujourd'hui encore, le mobile de la tuerie de Carqueiranne est des plus flous. Très vite, les enquêteurs allaient trouver une autre piste avec une autre tuerie, celle du supermarché Mammouth de Béziers. Le 22 décembre 1979, 3 jeunes caissières étaient tuées d'une balle dans la tête, comme à Carqueiranne. L'arme utilisée serait la même. De plus, Recco connaissait bien le Mammouth de Béziers. On pourrait supposer qu'il s'agirait d'habitués, puisqu'il y a eu crime aussi. On peut dire aussi que ces gens auraient pu être reconnus dans la crainte d'être reconnus.
éclairent ce crime. C'est dans la salle des coffres que cela s'est passé. Oui, dans la salle des coffres. Aujourd'hui, le dossier de ces affaires criminelles comprend des charges précises contre Tommy Recco, notamment les expertises balistiques, les témoignages et les diverses constatations matérielles. Mais il n'y a pas de preuves formelles, encore moins de témoins directs. Enfin, à la base de l'accusation, il manque 2 éléments de poids, l'arme du crime et le butin de Béziers. Mais si Recco est bien le tueur de Béziers et de Carqueiranne, le procès de lundi posera l'un des problèmes les plus graves de la justice, celui de l'amendement et de la réinsertion des détenus, Recco étant alors un meurtrier récidiviste. Verdict ahurissant en Afrique du Sud. Un jeune blanc sud-africain qui avait tué un noir parce qu'il avait envie, selon ses propres termes, de cogner un crétin. Le blanc a été condamné à une peine de 1200 heures de prison. Un détail, il ne les purgera que le samedi et le dimanche. S'agit-il d'un simple cambriolage ou s'agit-il d'une affaire d'espionnage pour le moins rocambolesque? Il y a plusieurs jours, une entreprise de Brest, l'entreprise Cabas, la seule entreprise française à fabriquer des appareils acoustiques, des enceintes notamment de très haute fidélité. Cette entreprise était visitée par d'étranges personnages. Thierry Calmette. Brest, usine Cabas, le 12 mai 1983, jour de l'Ascension. Il est 16h15 environ. Un ou plusieurs cambrioleurs cassent une vitre du rez-de-chaussée et s'introduisent dans l'atelier. Ils sont obligés de passer sous un premier radar de télésurveillance. Ensuite, ils vont directement vers ce qui les intéresse. Apparemment, les malfaiteurs sont bien renseignés sur la topographie des lieux. Un second radar, parfaitement visible, les repère. L'objet de leur effraction, ce sont 8 cartes numériques, prototypes, qui programment et commandent un automate qui doit fabriquer des membranes de haut-parleurs. Procédé révolutionnaire dit sandwich nid d'abeille. Ce procédé est aussi utilisé pour la détection en aéronautique et dans les sous-marins. Pour l'instant, il ne s'agit que de haute fidélité, mais l'enquête ne néglige aucune piste. Il y a beaucoup de pistes qui peuvent être étudiées. Ça, je crois que la DST n'aimerait pas que je donne toutes les pistes qu'ils sont en train de suivre. Et Madame Cabas exclut toute complicité à l'intérieur de l'entreprise. Et pour l'instant, dit-elle, n'a pratiquement rien à reprocher à l'agence de télésurveillance. Ces bandes témoins prouvent que les radars ont détecté de nombreuses alertes au vol entre 16h16 et 16h55. Curieusement, l'employé de l'agence n'a rien remarqué d'anormal. La personne aurait peut-être pu voir le carreau cassé masqué par un arbre, mais enfin, donc la personne ne l'a pas vu, mais je pense sincèrement que n'importe qui, éventuellement, ne l'aurait pas vu non plus. Et la personne, une action qui se passait le jour, est rentrée en pensant, comme il arrive de temps en temps, une alarme intempestive, et c'est tout. Ça s'arrête là pour notre société. À quel moment avez-vous été entendu par la police judiciaire, en tant que témoin ou en tant que responsable? Écoutez, c'est simple, le cambriolage a eu lieu le 12 mai. Il a été constaté le 16 au matin, à la rentrée, parce que c'était l'Ascension, il y avait un pont. Nos personnes compétentes sont rendues sur place dès qu'ils ont été avertis par les gens de la société de chez Cabas. Et à la suite de ça, le premier contact que l'on a eu avec la police, donc c'est lié au 1er juin 83. Jusque-là, une affaire presque banale. Mais 2 jours après la découverte du vol, Madame Cabas reçoit un mystérieux appel de Taïwan. Un industriel anglo-saxon lui raconte avoir surpris une conversation entre 2 Asiatiques éméchés dans un avion en direction de Taïwan. Ce sont eux qui auraient racheté les cartes numériques pour 4 millions de francs environ. Affirmation sans preuve ou chantage? C'est bien sûr ce que je vais demander, et c'est ça qu'il ne m'a pas donné encore. C'est ça qu'il ne m'a pas donné encore parce qu'il ne veut pas me le donner par téléphone. Il m'a dit qu'il le donnerait à un officiel français. En fait, c'est une rançon qu'on vous demande contre ces cartes. C'est une rançon, et nous disons que nous sommes que ça peut être envisagé, mais nous voulons des preuves. D'abord que ces cartes nous seront bien rendues, et ensuite qu'elles nous seront rendues dans un état utilisable pour nous, et ensuite qu'elles n'ont pas été copiées, sinon ça n'a pas de, sinon ça n'a presque plus de sens. Mais dites-moi, il a apparemment surpris une conversation dans un avion, oui. Et maintenant il est en position d'être négociateur ou en tout cas intermédiaire. Oui. Comment est-il arrivé là? C'est là qu'il y a un chaînon qui me manque. Alors joue-t-il un double jeu? Industriel dans le nucléaire, quel est son intérêt?
À Brest, le directeur de la DST nous a formellement démenti être saisi officiellement de l'affaire. D'après lui, la DST écoute ce qui se passe en observateur. Le juge d'instruction, M. Ledu, nous a déclaré instruire une affaire classique de cambriolage. Il existe donc plusieurs hypothèses. Affaire interne à la famille Cabas, espionnage industriel ou bien une affaire d'espionnage militaire. Revenons au sport et d'abord à la plus noble conquête de l'homme avec le prix du Jockey Club aujourd'hui à Chantilly. L'hippodrome a vécu en fait à l'heure de Roland Garros et les turfistes, l'oreille à leur transistor, ont encouragé Noah plutôt que les chevaux. Cela n'a pas empêché Caerlon, le numéro 10, de gagner la course, suivi de l'Émigrant, le 6, et d'Esprit du Nord, le 11. La combinaison gagnante rapporte pour 5 francs dans l'ordre 4 636 francs 50, dans un ordre différent, 502 francs 50. Cyclisme, le champion du monde, Giuseppe Saronni, a remporté aujourd'hui le Tour d'Italie. Cyclisme encore avec la victoire du Français Pascal Simon dans la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Simon a pris le maillot jaune. Automobile enfin, avec le Grand Prix de Detroit aux États-Unis. La course vient de se terminer. Henri Boniguel. Victoire magnifique de Michele Alboreto sur Tyrrell qui vient d'enlever il y a quelques instants seulement le 2e Grand Prix de Detroit. Victoire surprise au demeurant dans la mesure où on attendait le succès d'une voiture à moteur turbo. Les turbos en effet avaient dominé les essais alors qu'Alboreto ne dispose lui que d'une voiture à moteur classique. C'est pourtant une turbo, la Brabham de Nelson Piquet, qui avait pris le meilleur départ devant René Arnoux sur Ferrari alors que l'équipier de René Arnoux, Patrick Tambay, restait lui planté sur la ligne de départ. C'était tout de suite l'abandon. Un peu plus tard, René Arnoux prenait le meilleur sur Piquet et les deux voitures faisaient l'écart, pendant que Shiver puis De Angelis étaient à leur tour contraints à l'abandon. René Arnoux menait solidement la course, quand après 1 heure de course seulement, il était lui aussi obligé d'arrêter sa voiture sur le bord de la piste. Pas de Ferrari donc dans la suite de la course. Nelson Piquet allait à son tour disparaître subitement du classement et Alboreto emporte ainsi le 2e Grand Prix de sa carrière. Décidément, les courses américaines lui réussissent, puisque son premier Grand Prix l'avait emporté en septembre dernier à Las Vegas. Parlons du temps demain, Philippe Dumais, encore de la chaleur ou faut-il faire attention aux orages ? Il faudra faire attention aux orages, je vais vous en parler tout de suite, mais disons qu'il fera tout de même plutôt beau et plutôt chaud. Bien sûr, un peu lourd, parce que vous voyez, il y a des hautes pressions sur notre pays, donc les vents tournent comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre, et les nuages qui sont sur l'Espagne vont remonter le long des côtes de l'Atlantique en amenant un peu d'orage, bien sûr, et d'un autre côté, depuis l'Est, des nuages vont redescendre vers l'Est de notre pays et le Sud-Ouest. Alors nous allons voir sur notre carte ce que cela donnera pour demain. Disons que le matin, c'est surtout la région Nord-Picardie, qui sera affectée par des orages qui ne seront pas très violents. Et ensuite, en cours de journée, plutôt en soirée, la région de l'Est ici, et surtout la façade Est des massifs des Alpes, sera affectée par des orages, ainsi que le sud-est de la France, et cela descendra même jusqu'en Corse, où il y aura des risques d'orage, donc en soirée. De l'autre côté, sur l'Atlantique, donc, là, les orages vont commencer à se préciser en soirée également. Ils risquent d'être assez violents parce que les vents du sud vont se renforcer sur toutes les côtes de l'Atlantique ainsi que sur la Manche. Du côté des températures, eh bien, elles sont toujours très confortables pour la saison. Vous voyez, 25 à 28 degrés pour la moitié nord, 29 à 30 degrés pour le sud. Ce sont des températures assez confortables. Et demain, on fêtera les Norbert avec un soleil qui se lève à 5h51 et qui se couche à 21h48. Et à 23h20, Claude Sérillon vous présentera notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi. Et avant de nous retrouver, demain soir à 20h, une dernière image, celle de la joie de Yannick Noah. Bonne soirée.